Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 19 juin, le second tour des législatives a été marqué par une percée inédite du RN de Marine Le Pen avec 89 députés élus. De son côté, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, grâce à sa stratégie d'union à gauche, est passée de 17 à plus de 70 députés. Comment les élus RN et LFI se comportent-ils dans l'hémicycle? Qu'ont-ils obtenu comme poste important à l'Assemblée? Quelle est leur stratégie? Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, Alexandre Sulzer, en charge du Rassemblement national, et Pierre Maurer, qui suit la gauche. Alexandre Sulzer, décrivez-nous les coulisses de l'Assemblée nationale. Il y a l'hémicycle où les textes sont débattus, mais il y a aussi la salle des 4 colonnes qui est importante médiatiquement. C'est une salle qui est un lieu de passage pour les députés pour aller dans l'hémicycle, et c'est le lieu où se trouvent aussi tous les journalistes qui permettent des échanges soit filmés, soit plus informels. Elle s'appelle la salle des 4 colonnes tout simplement parce qu'il y a 4 colonnes corinthiennes qui la structurent, et c'est vraiment le cœur médiatique de l'Assemblée nationale. C'est là que les politiques font leurs déclarations, crient leur exaspération ou leur soutien au projet du gouvernement. Alors on va décrire le chaudron qui est devenu l'Assemblée depuis les dernières législatives. Et justement, on commence ce podcast au second tour de ce scrutin, le dimanche 19 juin. Les sondeurs, les observateurs s'attendent à une percée de la France insoumise avec sa coalition de gauche, la NUP. Alexandre Sulzer, la surprise vient du Rassemblement national. Oui, en effet, le Rassemblement national a fait une campagne un petit peu en demi-teinte. Marine Le Pen, au début de la campagne, a dit que de toute façon, Emmanuel Macron aurait sa majorité et elle semblait un petit peu résignée. Or, le Rassemblement national fait un bon score et contrairement à il y a 5 ans, le Rassemblement national arrive à gagner des députés dans 89 circonscriptions, ce qui est très très au-delà des propres espérances de Marine Le Pen, qui tablait au mieux sur une 50aine. Parmi les 89 députés RN, il y en a beaucoup qui sont inconnus, y compris de la tête de leur parti. Pour la grande majorité d'entre eux, ce sont au mieux des conseillers régionaux, parfois ce sont des conseillers municipaux, parfois ce ne sont rien du tout, ce sont des gens, de simples militants qui ont été mis là parce qu'il fallait mettre quelqu'un, et donc il y a des gens parfaitement inconnus du parti. Par exemple, Katiana Levavasseur dans l'Eure est une militante qui n'a eu aucun mandat jusqu'alors. Ça inquiète, y compris à la tête du Rassemblement national ? Au Rassemblement national, on se dit que la plupart ont été quand même à peu près bien castés en amont lors des commissions nationales d'investiture, mais on reconnaît que sur l'ensemble, il y aura bien quelques crétins, c'est le mot qu'utilise une huile du parti, mais que ça se comptera sur les doigts d'une main. Et Marine Le Pen, qui préside le groupe RN à l'Assemblée, donne des consignes très strictes à tous ses députés. Très rapidement, des instructions sont données pour la rentrée des parlementaires. Elle demande à tous les députés de venir bien habillés, en cravate, avec des costumes pour les hommes, avec évidemment une tenue aussi plutôt élégante pour les femmes. L'objectif, c'est la crédibilité et surtout, c'est de jouer le match avec la NUP et surtout avec la France insoumise que le Rassemblement national désigne comme une opposition pouilleuse, irresponsable. Eux veulent vraiment séduire les Français sur leur crédibilité. Pierre Maurer, le mardi 21 juin, vous voyez à l'Assemblée beaucoup de députés élus pour la première fois. Oui, alors c'est pas la grande effervescence non plus, mais c'est surtout les petits nouveaux qui font leur entrée. Par exemple, il y a Carl Olive qui est député Renaissance, maire de Poissy et proche d'Emmanuel Macron, qui est arrivé le premier à 8h30, qui le répète à tout le monde dans la salle des 4 colonnes. Le protocole est très bien organisé, c'est-à-dire que les nouveaux députés arrivent, passent les lourdes portes de la cour d'honneur, ils sont accueillis par des huissiers, puis ensuite ils vont récupérer leur mallette qui contient la cocarde, la fameuse écharpe tricolore, et puis ils vont faire la photo officielle. C'est aussi l'occasion pour tous ces petits nouveaux de se confronter à la horde des journalistes. Ils ne sont pas forcément habitués, on en voit beaucoup qui tremblent un peu face aux journalistes et qui sont un peu déstabilisés. On parlait de Marine Le Pen. Chez les Insoumis, qui va diriger le groupe ? C'est Mathilde Panot qui en fait était déjà la présidente du groupe des Insoumis sous la dernière législature, puisque Jean-Luc Mélenchon lui avait passé la main en 2021.
C'est une jeune femme de 33 ans qui a une carrière et une trajectoire fulgurante au sein de LFI, puisqu'elle est arrivée dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon qu'aux alentours de 2017 avec la nouvelle vague des députés insoumis. Le mardi 28 juin, c'est la séance inaugurale de la 16e législature, en clair le mandat de 5 ans pendant lequel cette assemblée va exercer. Pierre Maurer, c'est la tradition, le doyen des députés va prononcer le discours d'ouverture. Vous êtes à ses côtés à l'Assemblée, juste avant son entrée dans l'hémicycle et qu'il ne monte à la tribune. Cet homme, c'est un député RN de 79 ans, un certain José González. Oui, alors il a un brin d'excitation mêlé à de l'appréhension. On le voit, il tient dans ses mains une chemise rouge. Il nous explique que c'est son discours, qu'il l'a préparé depuis 2-3 jours, que tout a été relu par Marine Le Pen qui n'a rien trouvé à redire, ce sont les mots de José González, et surtout qu'il ne veut pas faire de polémique de vague. Je déclare ouverte la 16e législature de l'Assemblée nationale. À la tribune, José González évoque l'Algérie française. Il est lui-même né à Oran. Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, que je suis, arraché à sa terre natale et drossé sur les côtes de Provençal par le vent de l'histoire en 1962. En fait, il témoigne devant les autres parlementaires de sa nostalgie de l'Algérie française. Il est visiblement très ému. J'ai laissé là-bas une partie de ma France et beaucoup d'amis. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie. Excusez-moi, je pense à mes amis que j'ai laissés là-bas. Là, est-ce qu'il y a des réactions dans l'hémicycle ? Alors à ce moment-là, en fait, la majorité des députés applaudissent José González. Et à ce moment-là aussi, il rend hommage à Édouard Frédéric Dupont, qui est un ancien député du Front National, qui avait participé aux manifestations anti-parlementaires de 1934, des manifestations à l'époque des ligues factieuses. Et donc, au-delà des rangs du RN, certains députés l'applaudissent pour qu'il continue, sans forcément se rendre compte de la portée de ses propos à ce moment-là. Ce qu'il dit après son discours, dans les 4 colonnes, va choquer. Devant les journalistes, José González enfonce le clou puisqu'il explique qu'il n'a pas à juger si l'OAS, cette organisation terroriste d'extrême droite, avait commis des crimes pendant la guerre d'Algérie. Des crimes en Algérie, non, l'armée française, je ne pense pas, et encore moins un crime contre l'humanité. Franchement, je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes, je ne sais même pas ce que c'était l'OAS, ou presque pas. Ce qui a été pourtant explicité et attesté par les historiens. Alexandre Sulzer, un peu plus tard, les députés désignent la députée LREM Yaël Braun-Pivet présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'une femme est élue à ce poste, 4e poste le plus important dans l'État français. Le candidat RN s'est retiré pour faciliter son élection. Oui, ce que veut montrer le Rassemblement national, c'est qu'il est bon élève, qu'il va être responsable, qu'il n'a pas la capacité évidemment de prétendre présider l'Assemblée nationale. Donc il ne va pas jusqu'au bout de la démarche, il se retire avant pour faciliter l'élection de Yaël Braun-Pivet. L'objectif, c'est qu'en faisant comme ça, en donnant des gages de bonne volonté, lui-même pourra en tirer des bénéfices parce que lui-même vise des postes de vice-président et aimerait également obtenir la présidence de la Commission des finances. Pierre Maurer, pendant cette élection, un jeune député insoumis refuse de serrer la main d'un élu d'extrême droite. Oui, c'est Louis Boyard, qui est un jeune député de la NUP de 21 ans, qui refuse de serrer la main à Philippe Ballard, qui est lui un député RN beaucoup plus âgé. Et quand on lui pose la question de savoir pourquoi il a refusé, il explique de manière ironique. Vous êtes nombreux à savoir qu'actuellement nous sommes dans un contexte de pandémie et que donc il faut prendre ses précautions. Une pandémie de racisme, une pandémie d'antisémitisme, une pandémie d'islamophobie. Donc du coup, de mon point de vue, je reste fidèle aux principes face au Rassemblement national pour respecter les gestes barrières. Alexandre Sulzer, le mercredi 29 juin, les députés élisent les vice-présidents de l'Assemblée nationale. C'est une élection qui a lieu dans l'hémicycle et qui doit représenter à peu près le poids des députés dans l'Assemblée. Et le Rassemblement national réussit à faire élire 2 vice-présidents. Il s'agit de Sébastien Chenu, député du Nord, ainsi qu'Hélène Laporte, députée du Lot-et-Garonne. Concrètement, ça veut dire quoi, le fait que le RN ait 2 vice-présidences ? Ça veut dire que ces 2 personnes vont être amenées à présider les séances dans l'hémicycle, en séance plénière, pour suppléer parfois Yaël Braun-Pivet, qui ne peut pas présider toutes les séances de l'Assemblée nationale. Donc ce sont eux qui sont amenés à distribuer la parole, à être un peu l'arbitre des débats. Le lendemain, le jeudi 30 juin, c'est l'élection pour la présidence de la Commission des finances, un poste clé, Alexandre Sulzer. Pourquoi d'un mot ?
La commission des finances, elle est importante évidemment parce que non seulement c'est la commission dans laquelle sont étudiés les textes financiers, donc qui sont des textes extrêmement importants, le projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et le président de la commission des finances dispose en plus de pouvoirs de contrôle sur l'action du gouvernement, mais également des pouvoirs en matière fiscale. Il a accès à certains dossiers fiscaux malgré le secret fiscal. Et c'est le candidat de la France Insoumise qui est élu, Éric Coquerel. Problème, Pierre Morer, Éric Coquerel fait l'objet d'accusations d'harcèlement sexuel. Oui, il est accusé par Sophie Tissier, qui est une ancienne figure des Gilets jaunes que Éric Coquerel a pu croiser au cours des différentes luttes auxquelles ils participent tous les deux. Au départ, elle l'accuse dans un premier temps sans avoir la volonté de porter plainte, puis elle finira par déposer plainte. Elle l'accuse notamment d'avoir eu des gestes déplacés lors d'une soirée en 2014, puis de lui avoir envoyé des SMS assez insistants pour qu'elle le rejoigne dans son taxi puis à son hôtel. Au-delà de cette affaire, Éric Coquerel a cherché à rassurer notamment La République En Marche. Pendant la semaine qui a précédé le vote, il se présente souvent dans la salle des 4 colonnes. Il déclare aux journalistes que son but n'est pas de faire de cette commission un lieu de vendetta politique. Et ses premiers mots, une fois qu'il est élu, c'est qu'il n'y aura ni chasse aux sorcières, ni buzz sous sa présidence. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Le mercredi 6 juillet, Elisabeth Borne est à la tribune de l'Assemblée. La Première ministre prononce son discours de politique générale et elle est chahutée. Elle est vilipendée, elle est interpellée notamment par des députés comme François Ruffin, comme Mathilde Panot. Notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Elle ne sera pas uniforme et devra prendre en compte les carrières longues et la pénibilité. Mon gouvernement la mènera dans la concertation avec les partenaires. Certains crient hypocrite. Et plusieurs fois, en fait, Elisabeth Borne, elle est obligée de se tourner vers Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de séance. S'il vous plaît, mes chers collègues, laissez Madame la Première ministre continuer. Et qui est obligée de rappeler ses collègues à l'ordre, parfois sans résultat. François Ruffin, Mathilde Panot, on voit que ce sont surtout les insoumis qui se sont fait entendre. Comment se sont comportés les députés Rassemblement National, Alexandre Sulzer ? Pendant le discours, à plusieurs reprises, ils ricanent, ils sourient pour montrer qu'ils sont en désaccord, mais ils évitent globalement de hurler pour jouer, là encore, le contraste avec la France Insoumise. La semaine du 4 juillet, la NUP a déposé une motion de censure. Le vote se déroule le lundi 11 juillet. Qu'est-ce qu'il donne, Pierre Morer ? Sans grande surprise, cette motion, elle n'est pas adoptée. La coalition de la NUP n'a pas obtenu les 289 voix qui étaient requises. Elle en obtient 146. 6 députés du groupe PS ont refusé de la voter. Par contre, petite surprise, c'est Nicolas Dupont-Aignan, le député de Debout la France, qui a voté cette motion. Alexandre Sulzer, le RN, lui, n'a pas participé au scrutin. Pourquoi ? Marine Le Pen estime que voter une motion de censure à ce stade, en début de législature, alors que le gouvernement vient d'être nommé, n'a fait passer encore aucun texte, serait contre-productif et ne serait pas compris par les électeurs. Un peu plus tard, le même jour, dans la soirée, débute l'examen du projet de loi de sécurité sanitaire, projet de loi qui doit permettre de continuer à collecter des données de santé sur les tests de dépistage et la vaccination, ou encore autoriser un possible pass sanitaire aux frontières. Alexandre Sulzer, justement, cette idée de créer un pass sanitaire aux frontières mobilise les députés RN. Ils ont toujours été opposés à ce pass. Et donc c'est l'occasion pour eux de s'opposer à nouveau au rétablissement même potentiel de ce pass, puisque le projet de loi en l'état ne prévoit qu'une possibilité de rétablissement. Et donc ils votent contre, ils déposent des amendements dans ce sens, qui sont les mêmes d'ailleurs que certains amendements de la France Insoumise. Et la conjonction des votes de la France Insoumise, du Rassemblement National et d'une partie du groupe LR permet de détricoter complètement ce texte gouvernemental. Et donc la possibilité de rétablir un pass sanitaire aux frontières est supprimée du projet de loi. Le scrutin est clos. Pour 195 contre 219. Alexandre Sulzer, toujours le 11 juillet, un député RN, nouvellement élu, commet un dérapage à l'Assemblée pendant une conférence de presse sur les Uber Files, les accusations de collusion entre Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie et l'application de VTC Uber. Oui, à l'issue de la conférence de presse, Jean-Philippe Tanguy, qui est quand même numéro 2 du groupe, il est président délégué du groupe, fait un long dégagement devant les caméras sur Emmanuel Macron,
qui, selon lui, n'avait pas de compétences bancaires spécifiques lorsqu'il a été embauché chez Rothschild. Il ne connaît rien au droit bancaire, il ne connaît rien à la pratique financière. D'ailleurs, M. Rothschild l'a dit lui-même dans plusieurs témoignages. Il a pris M. Macron parce qu'il était sympa et qu'il savait solliciter les aspirations homo-érotiques d'un certain nombre de cadres, visiblement, qui pensaient que M. Macron allait leur apporter de l'intérêt à leur carrière, en fin de carrière. Voilà, bon. Une sortie un peu étonnante qui provoque une série de tweets d'opposants au Rassemblement national. Donc l'ordre du jour appelle ces questions au gouvernement. La première question sera posée par Madame Marine Le Pen. Le lendemain, le mardi 12 juillet, c'est la première séance des questions au gouvernement de cette 16e législature et Marine Le Pen, en tant que présidente du plus gros groupe d'opposition, pose la première question. Une question pour Madame la Première ministre. Alexandre Sulzer, le thème de cette question n'est pas choisi au hasard. Elle choisit de questionner le gouvernement sur la double peine, c'est-à-dire la possibilité pour les autorités d'exclure des étrangers qui ont été condamnés pour des infractions graves. Dimanche, votre ministre de l'Intérieur déclarait vouloir, je le cite, permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice. Je salue donc ce pas vers nous, puisque nous défendons en effet cette mesure depuis des décennies. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait dit qu'il était favorable à cette politique, que Nicolas Sarkozy avait supprimée il y a bien longtemps. Et donc Marine Le Pen ironise, elle demande quand est-ce que cette politique sera mise en place, parce qu'elle serait ravie, évidemment, de voter en sa faveur. Pierre Maurer, comment répond Elisabeth Borne ? Alors elle lui fait une réponse cinglante pour évacuer toutes les suspicions d'accord entre la majorité présidentielle et le Rassemblement national. Alors vous le savez, j'ai reçu tous les groupes parlementaires pour des consultations, tous, car vous avez tous été élus par les Français. Mais au cours de notre rencontre, Madame Le Pen, je crois qu'on peut le dire, il n'y a pas vraiment eu de convergence. Et après ma déclaration de politique générale, je vous ai écouté, Madame Le Pen, et je vous le confirme, je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement national. Parce que dans les faits, le parti d'extrême droite ne partage pas les valeurs de la République. Le dimanche 17 juillet, alors que la France commémore les 80 ans de la rafle du Veldiv, un tweet de l'insoumise Mathilde Panot crée une polémique. D'abord, Alexandre Sulzer, que tweet la présidente du groupe Insoumis ? Alors, elle rappelle évidemment qu'il y a eu la rafle du Veldiv et elle dit ne pas oublier ses crimes, aujourd'hui plus que jamais, avec un président de la République qui rend honneur à Pétain. Mathilde Panot ne le précise pas, mais c'est une référence à une interview du président de la République en 2018 dans laquelle Emmanuel Macron rendait effectivement hommage à Pétain, général de la Première Guerre mondiale, vainqueur de Verdun, mais dans laquelle il prenait soin de préciser qu'il avait fait des choix funestes pendant la Seconde Guerre mondiale. Pierre Maurer, cela crée un tollé. Oui, ça crée un tollé, et au-delà du camp présidentiel, ça s'étend même à la NUP. Par exemple, il y a le député PS Jérôme Gage qui prend ses distances avec ce tweet. Globalement, ce qu'on reproche à Mathilde Panot, c'est une comparaison douteuse le jour des 80 ans de la commémoration de la rafle du Veldiv. Le lundi 18 juillet, les députés commencent à examiner le projet de loi sur le pouvoir d'achat dans un climat tendu. Au bout de 4h30 d'échanges, jusque dans la nuit, les députés ne sont pas venus à bout de l'article 1 du texte qui prévoit la poursuite de la prime Macron. Marine Le Pen dit appeler les oppositions à travailler ensemble pour, je cite, imposer des compromis à Emmanuel Macron. Alexandre Sulzer, on voit que Marine Le Pen cherche à normaliser son parti le plus possible. Jusqu'ici, est-ce qu'elle y arrive ? Alors jusqu'ici, elle a effectivement réussi à décrocher 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale. C'est vraiment un pas important pour elle en termes de crédibilité et de notabilité du parti. Elle a réussi à faire échouer certains textes. On l'a vu sur le projet de loi sanitaire. Donc cette stratégie, elle fonctionne, même si on voit qu'il y a eu déjà quelques polémiques et qu'au vu des pédigrés et des CV des députés, il pourrait y en avoir encore dans les semaines qui viennent. Pierre Maurer, à la France Insoumise, on assume une politique beaucoup plus offensive vis-à-vis du gouvernement ? Oui, c'est une stratégie qui a toujours été utilisée par Jean-Luc Mélenchon. Il l'a théorisé lui-même, le bruit et la fureur en 2012. Alors même si depuis il s'est un peu calmé et que ses troupes sont rentrées au Parlement, ils se sont un peu notabilisés, qu'ils connaissent mieux le jeu parlementaire, ils veulent apparaître comme les premiers opposants, c'est-à-dire se faire entendre sur les plateaux télé, dans les radios, mais aussi à l'hémicycle. Et surtout en prenant la place de premier opposant aux troupes de Marine Le Pen. Quitte parfois à choquer en utilisant des attaques très frontales qu'ils savent eux-mêmes parfois un peu outrancières.
Alexandre Sulzer, au-delà de ce qui va se passer à l'Assemblée dans les 5 ans qui viennent, Marine Le Pen vise déjà la prochaine présidentielle ? Pour l'instant, officiellement, elle avait dit qu'elle envisageait de ne pas se représenter. Mais ça, c'était avant d'avoir un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale. Depuis, on voit bien qu'elle est beaucoup plus au centre du jeu. Elle prend un nouveau plaisir à avoir un rôle vraiment qu'elle n'a jamais eu dans la vie politique française. Et donc, il est évidemment probable qu'elle soit effectivement reboostée et relancée plus que jamais dans la compétition présidentielle. C'est la même chose pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ? Oui, alors Jean-Luc Mélenchon, pendant un certain temps, il a laissé planer le doute au sein de ses troupes. Certains aussi ont pu espérer qu'il commence à passer la main. En réalité, on l'a vu avec ses déclarations de ces dernières semaines, il répète qu'en cas de dissolution, il espère encore être Premier ministre. Donc sur le plan national, Jean-Luc Mélenchon n'a pas lâché l'affaire. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas été élu député puisqu'il ne s'est pas présenté, donc il ne bénéficie pas de la même exposition médiatique qu'auparavant. Merci à Alexandre Sulzer et Pierre Maurer. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Thibault Lambert et Lola Sotti. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.